Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Madagascar, la grande île, comme on l'appelle, avec 4 millions d'habitants, vit un rendez-vous crucial. L'élection présidentielle, 35 candidats, dont 4 anciens présidents de la République, presque 10 millions d'électeurs. Quel enjeu, quelle offre politique et surtout, quel défi pour le prochain président de la République, 3 Malgaches. Avec moi pour en parler, Philippe Radzone. Vous représentez dans cette émission le candidat Eric Razonari. C'est le numéro 17 sur la liste des candidats. Vous êtes par ailleurs porte-parole de son parti EFR International. Vous ne croyez pas du tout aux chances de votre candidat de remporter cette présidentielle. C'est la première fois que je reçois dans mon émission un représentant de candidat qui ne croit pas à ses chances de remporter la présidentielle. Mais vous nous direz en revanche au cours de cette émission les raisons de votre participation et surtout ce que vous attendez de cette présidentielle. Très bien. Merci, Monsieur Razone, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Dadou Andriamani, voici Rakoto Malala. Vous êtes, vous, le représentant du candidat Rasofolondra Solo Rafi Makhalelo. Dit Maman Makhalelo, je fais des efforts, vous m'excuserez, ne soyez pas rigoureux avec moi. C'est un artiste, musicien, auteur, compositeur, mais il a été aussi député dans votre pays. Vous aussi, vous nous parlerez de l'offre politique de votre candidat. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alice Rabemananto, vous êtes la secrétaire exécutive de la Fédération France de HVM. C'est le parti du président sortant Razouari Mampian. Vous nous direz au cours de cette émission pourquoi il veut à nouveau être président de la République après avoir dirigé Madagascar pendant presque 5 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation. 35 candidats après donc le désistement de Sarah Rabemananso, 4 anciens présidents de la République. Le choix est loin d'être évident pour les électeurs malgaches. C'est un sujet de la rédaction signé Sharon Camara. Ce mercredi 7 novembre, les électeurs sont attendus aux urnes pour choisir le nouveau chef de l'État. Parmi les 35 candidats en lice, 3 anciens présidents qui font figure de grands favoris, Marc Ravalomanan, Andra Zoel et R. Radzaonari Mampian. Il y a aussi en face que les Malgaches n'ont pas préparé cette élection, c'est-à-dire qu'on savait déjà depuis 2014 qu'il y aurait des élections 5 ans plus tard, mais on n'a absolument pas préparé, on n'a pas créé une opposition. Face aux 3 anciens, aucun citoyen malgache ne s'est démarqué pour pouvoir affronter et préparer les 5 ans. Donc c'est pour ça que les 3 reviennent aujourd'hui. Pour le dernier week-end de campagne, ces 3 candidats ont testé leur force de rassemblement à travers des meetings dans des stades de la capitale malgache. Dans une salle comble de 60 000 places, Andra Zoel, soutenu par de nombreux artistes, a présenté les grandes lignes de son programme baptisé Initiative pour l'émergence de Madagascar, axé sur la fin de l'insécurité et l'autosuffisance alimentaire, en particulier concernant le riz. L'UM apportera des idées phares. Des projets d'envergure comme moteur de croissance pour le développement des secteurs de l'économie et de l'épanouissement social afin de transformer notre vision en action. Il faut donner un nouveau départ. Et ce nouveau départ doit rassembler tout le peuple autour d'un projet d'avenir pour que Madagascar se relève enfin et se lève vers la prospérité. Marc Ravalomanan a rassemblé ses partisans dans le stade de Mahamasina qui compte 22 000 places. Durant 2 heures, le candidat a développé son programme présidentiel qui se compose de 10 mesures phares liées à la sécurité, la construction de routes et le développement du système de santé. Nous allons améliorer le climat des affaires, un domaine que je connais si bien. Nous allons créer des emplois pour les jeunes. Je suis capable de le faire en tant que capitaine d'industrie. Ces jeunes bénéficieront également de formation professionnelle. Nous allons réhabiliter les routes de la ville de manière professionnelle. Le président sortant, R. Radzaonari Mampian, qui a tenu son dernier meeting au Coliseum, en a profité pour faire un bilan de son mandat. L'ancien chef d'État motive sa candidature par la poursuite des progrès qu'il a engagés depuis 5 ans. R. Radzaonari Mampian estime avoir sorti plus de 2 millions de Malgaches de la pauvreté grâce à ses différentes réformes. J'ai beau accélérer les réformes, accélérer les réalisations, multiplier les projets d'avenir, je veux toujours faire encore plus. Je suis moi aussi impatient de pouvoir passer au prochain chapitre
chapitre de la construction du Madagascar de demain. Sur les 35 candidats en lice, seuls les 3 favoris ont organisé de nombreux meetings et déplacements, notamment en hélicoptère. Ces derniers bénéficient d'importants moyens financiers. À cause des inégalités de financement de la campagne, certains des candidats se sont montrés plus discrets, alors que plusieurs d'entre eux n'ont organisé aucun meeting. La prétendante Sarah Rabea Rizoa a annoncé dans la semaine son retrait de la course pour soutenir Hans Radzouel. Monsieur Rakoto Malala, très rapidement, une question pour comprendre la multiplicité des candidatures à l'occasion donc de cette présidentielle. Dans votre pays, vous soutenez, je l'ai dit, le candidat Dama Mahaleo et Monsieur Radzone soutient donc le candidat Eric le 17 sur la liste. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on ait 35 candidats pour cette présidentielle dans votre pays? Comment vous l'expliquez? Personnellement, moi, je ne déplore pas le fait qu'il y ait 36 candidats. Oui. À mon avis, c'est la démocratie, c'est comme ça. Et peut-être qu'on pourrait voir ça d'une manière plutôt positive. Ouais. Que tant de gens s'expriment. Nous, en tout cas, nous, ce qu'on amène dans cette campagne présidentielle, c'est un mouvement de citoyens. Madagascar a trop des chercheurs de l'IRD ont sorti un livre en fin d'année dernière. Oui. Et dans ce livre qui s'intitule Énigmes et paradoxes, économie politique de Madagascar, ils ont c'est un titre qui colle bien à votre pays. Oui, énigmes et paradoxes surtout. Absolument. Oui. Leur constat, c'est que Madagascar, depuis les années 60, donc, sur le plan de niveau de vie de la population, a décliné. Et c'est un fait rare parmi les pays où il n'y avait pas de conflit majeur. Donc, par exemple, les pays du Sahel qui ont beaucoup de difficultés, les pays désertiques, le PIB a évolué de 3 fois, alors que nous, on a régressé depuis. Malgré le climat, malgré la situation géographique. Malgré on peut dire 6 000 bordures de côte. On a beaucoup d'atouts, je dirais, structurels, richesse. On parlera des atouts de Madagascar. Hein. Donc, malgré tous les atouts de Madagascar n'a fait que régresser. Et moi, je pense, et nous, on pense que ce fait, c'est dû au monopole de la gouvernance de Madagascar depuis le temps, par une sorte de faction qui se battent pour maîtriser le pouvoir, un pouvoir qui est une sorte de moyen pour avoir du bien mal acquis. C'est une question d'homme, selon vous. Si Madagascar n'a pas évolué, c'est une question d'homme. Vous dites qu'une faction de Malgaches s'est arrogé Madagascar, en tout cas le pouvoir malgache depuis 1960, dites-vous. Oui, moi je pense que dans l'esprit commun du Malgache, le faire de la politique, c'est se prévaloir d'une puissance publique pour servir ses intérêts propres. Oui, et la différence avec votre candidat, c'est laquelle? La différence, justement, c'est que nous, on pense que cette situation ne peut perdurer, ne peut s'arrêter que s'il y a un mouvement de citoyens et que si la gouvernance et le pouvoir soient remis aux mains du citoyen. C'est un mouvement de citoyens. Et c'est le citoyen qui incarne, selon vous, M. Dama Mahaleo. Le discours est entendu très rapidement. M. Radzone, je l'ai dit et vous l'avez dit en prélude à cette émission, effectivement que vous n'y allez pas pour gagner forcément. Mais quel est le sens de votre participation? Pour être précis vis-à-vis de nos téléspectateurs, je vous reprends, M. Togbé, parce que quand on s'était off record, on a parlé quelles étaient les chances de notre candidat. Comme il ne fait pas partie des favoris, je précise. Mais les élections ne sont pas encore faites. Vous ne savez pas ce que les élections vont se faire. Exactement. Donc ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit, d'une part. D'autre part, oui, dans cette élection, vous savez, on parle de rapport de force. Mais il faut savoir que les forces ne sont pas égales.
pour tous les candidats. Il y a des candidats, il y a 3 grosses écuries qui utilisent des moyens faramineux avec... Les 3 derniers présidents. Les 3 derniers présidents, avec... donc là, il y a une association de groupes politiques, de groupes économiques, mais avec des appuis, des militaires et d'autres, qui font que c'est vraiment une écurie, on va dire, ce sont vraiment des appareils qui sont en branle et mis en place pour les élections. Alors qu'en même temps aussi, il y a tout ce qui est loi, constitution, il y a également la position de la communauté internationale et il y a la corruption. Ce sont ces 4 éléments qu'il faut tenir compte quand on parle d'élections à Madagascar. Oui. Et surtout que si on parle, est-ce que les élections à Madagascar sont démocratiques? Nous, on a tendance à dire non. Pourquoi? Parce que dès que les dernières élections n'ont pas été démocratiques. Je vous explique pourquoi. Oui, mais alors très rapidement, puisqu'on va revenir sur les candidats, notamment ceux que vous considérez comme étant des favoris aujourd'hui. Et justement, donc il y a cette inégalité. Et quand vous partez de la capitale, à 30 km, les gens ne sont pas informés. Les gens ne sont pas au courant de tous les bisbilles qui se passent dans le haut de la politique. Quand vous allez dans les régions, la connaissance en termes citoyennes et en termes de connaissance, pour qu'un électeur vote en âme et conscience, il faut qu'il ait tous les éléments nécessaires, ce qui n'est pas le cas malheureusement encore dans notre pays. Comme quoi par exemple? Par exemple, l'accès aux informations, l'accès au programme. Mon candidat a un programme de gouvernement, mon candidat a un projet de société, mais je ne pense pas que tous les Malgaches, les électeurs ont reçu... Est-ce que vous êtes allé à la rencontre, en tout cas, oui, ce qui a été fait. Vous êtes allé à la rencontre de l'électorat, en tout cas, tout à fait. Des Malgaches. Et c'est là où la différence entre les moyens... C'est là où la différence entre les moyens des candidats déséquilibre en fait les offres. Ceci dit aussi, il faut parler, mais on va en parler dans la deuxième partie, je pense, de contour la liste électorale. Oui, on reviendra sur la question de la liste électorale. Alors, si on vous comprend bien, le fait pour certains candidats, en l'occurrence les 3 derniers candidats, d'avoir suffisamment de moyens financiers et matériels pour mener une campagne électorale spectaculaire montre que les jeux sont joués d'avance, que l'élection va se jouer entre ces 3. Ce qui est à déplorer dans les élections à Madagascar, comme dans certains cas en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de plafonnement des dépenses électorales. Ce qui fait qu'il y a des candidats qui ont utilisé des moyens faramineux, mais qui ont également investi beaucoup dans ces élections. Ce que nous craignons, j'ai eu déjà l'occasion d'en parler à ce plateau, je plais de le redire, c'est que le président élu, parmi les 3 grosses écuries, risque de se faire rembourser pendant la première moitié de son mandat et risque de préparer les autres élections durant son seconde partie de mandat pour financer les élections. Tant qu'il n'y aura pas de plafonnement de dépenses électorales, tant qu'il n'y aura pas mise en égalité des candidatures, la démocratie est en péril à Madagascar. La démocratie est en péril à Madagascar, dites-vous, Madame Ravimana-Ntso. Je l'ai dit, vous représentez à cette table le candidat Hern Rajoelina-Mampiane, qui a déjà dirigé Madagascar pendant presque 5 ans. Pourquoi veut-il, à l'instar de ses 2 autres collègues anciens présidents, reconquérir le pouvoir à Madagascar? Quel est le besoin? Qu'est-ce qui explique effectivement ce désir de revenir au pouvoir? Ce désir est un désir fort et légitime. Oui, ça on a compris la nature du désir. Oui, mais pourquoi avoir ce désir? Qu'est-ce qu'il veut faire qu'il n'a pas fait pendant les 5 dernières années? Il a commencé la reconstruction du pays et c'est tout à fait légitime et normal qu'il veuille continuer ce qu'il a déjà commencé. Il n'y a pas d'autres Malgaches qui peuvent continuer la reconstruction? Je crois que c'est le cas dans tous les pays du monde, en tout cas. Souvent, les présidents briguent toujours un 2e mandat parce que la durée de 5 ans est souvent courte pour mener de grandes réformes ou reconstruire un pays qui a été dans une très grande difficulté économique et sociale. Il y a un fait qu'il faut absolument que je souligne de là où je suis, c'est que cette campagne électorale s'est déroulée dans le calme et sans violence dans votre pays. C'est quelque chose de fondamental qu'il faut souligner et on ne peut espérer effectivement que le processus électoral aille à terme dans le calme comme ça a commencé. Y a-t-il, M. Rakoto Malala, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue et du point de vue de votre candidat, tout
est mis en place, la situation est telle que effectivement le calme qu'on a observé pendant la campagne électorale va se poursuivre aussi bien au moment du vote, de l'expression du vote, qu'après la compilation et la proclamation des résultats. Heureusement que ça s'est grosso modo bien passé jusque-là, mais moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer entre les deux tours, la campagne du second tour. Ça, par contre, c'est... Qu'est-ce qui peut faire penser à un risque possible que le calme ne se poursuive pas, tout n'est pas mis en place, la CENI n'a pas fait tout ce qu'il faut pour que effectivement le processus se déroule normalement ce 7 novembre? Qu'est-ce qui peut justifier effectivement que le calme qu'on a observé pendant ces 2 semaines ne se poursuive pas? Moi, je pense que je vais peut-être revenir sur la discussion de tout à l'heure sur la débauche de moyens qui est mise en œuvre dans cette campagne, qui est incommensurable. Je vais citer quelques chiffres. Pour les dépenses, c'est un chiffre ce sont des chiffres de la Fondation Friedrich Ebert. Lors des dernières élections malgaches en 2013, c'est 21 $ par voix pour le candidat Erdogan Armapian. Je vais vous dire, parce que... Oui, monsieur Rakotomalala, la question c'est à partir du moment où il y a à partir du moment, mais Madagascar n'est pas un cas spécifique en la matière, à partir du moment où il n'y a pas une loi sur le plafonnement des dépenses électorales, chaque candidat est libre de dépenser autant qu'il peut, pourvu qu'effectivement il atteigne ses objectifs. À quoi est-ce que ça vous cause un problème? Qui empêche votre candidat de dépenser autant d'argent qu'il veut? C'est ça la question. Il n'y a pas de loi. On n'est pas là à la limite de l'illégalité. Il n'y a pas de loi. La question, c'est la question du financement de l'élection. Parce que toute cette débauche de moyens ostentatoires, de milliardaires, il y a quelque chose derrière. Il y a des forces qui se mettent en marche derrière tous ces candidats et à mon avis, pour revenir un peu dans l'histoire récente de Madagascar, cette instabilité chronique que vit Madagascar en matière de politique, c'est dû à ça. Il y a tellement, c'est pas plafonné, il y a tellement d'intérêts en jeu dans le système que ils vont accepter difficilement de céder le pouvoir. C'est pour ça que je dis que... Je rappelle quand même que le président sortant a dû démissionner il y a quelques semaines, Razouari Mampian, précisément pour ne pas faire campagne avec les moyens de l'État, pour qu'il y ait égalité entre tous les candidats. C'est pour ça qu'il a dû démissionner et laisser le pouvoir pour faire comme tout autre citoyen campagne. Et pourtant, vous pensez qu'il y a des forces cachées en jeu qui... Vous m'avez donné de me donner mon sentiment là-dessus, je vous la donne. Je vous le donne, mon sentiment, c'est parce que nous, notre analyse, c'est qu'à Madagascar, le gros problème, c'est la crise de confiance. Il y a une crise de confiance entre la population qui est écartée de tout le système de pouvoir et les quelques, disons, élites, entre guillemets, qui gouvernent Madagascar. Donc, il y a ce hiatus-là qui est le cause des malheurs de Malgaches, malgré tous les atouts de Madagascar, dont on va, j'espère, en parler tout à l'heure. Donc, c'est ça le plus gros problème. D'accord, on a bien compris. Donc, c'est pour ça que j'ai ce sentiment-là. Monsieur Razoun, c'est quoi la crainte que le processus ne soit pas équitable, finalement? Moi, et peut-être même pas transparent. Comme nos téléspectateurs ne connaissent pas exactement ce qui se passe à Madagascar, sachez que ce qui est extrêmement sympathique, c'est de voir des gens dans la rue, un peu partout dans tout Madagascar, qui met la casquette de Erdogan Armapian, l'ancien président, le t-shirt de Mark Ravalman, l'ancien président, et avec des châles de André Rajoelina, le président de la transition. Et il y a des gens de t-shirts différents qui vont ensemble au marché, etc. Donc le problème de Malgache d'en bas, le problème de Malgache d'en bas, c'est la pauvreté. Sachez que maintenant, on rentre dans la période de soudure à Madagascar. Il y a déjà 1 200 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire. Il y a les zones rouges, il y a l'insécurité quotidienne, et il y a aussi l'accès aux emplois. C'est ça le problème des Malgaches, en fait. Après, les manœuvres politiciennes pour la conquête du pouvoir, la conquête du financement, la conquête de tout ce qui est économie souterraine qui existe à Madagascar, ça,
On semble faire déjà un procès d'intention aux candidats, en tout cas au groupe de candidats auquel appartient votre candidat Avouhen Rajouari Mampian, le président sortant. Quant à la crédibilité du scrutin à venir, que dites-vous pour assurer les Malgaches par rapport à la position de votre candidat? Par rapport aux critiques sur les inégalités en termes de moyens pour l'élection, je comprends très bien et je trouve que c'est normal pour certaines choses qu'il y ait des inégalités de moyens, parce qu'il y a des candidats qui se sont préparés depuis plusieurs années, qui ont monté des partis politiques, comme c'est le cas pour le nôtre, et qui a des millions d'adhérents. Donc c'est tout à fait normal qu'avec la cotisation des millions d'adhérents et des mécènes aussi, on ait des moyens pour aller en campagne. Donc après, qu'il y ait des petits candidats, entre guillemets, sans moyens, c'est que peut-être ils ne se sont pas bien préparés pour avoir un parti politique fort, pour avoir un parti politique fort et avoir l'argent. Après, il y a effectivement peut-être des soupçons, mais ça, on laisse aux soins de la Cour des comptes ou de la Commission électorale et de la Haute Cour constitutionnelle. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission consacrée à la présidentielle du 7 novembre à Madagascar, la Grande Île. À tout de suite.